alors bonjour à toutes et tous. Merci d'être là. J'avais préparé une blague sur la pause déj, mais en fait, il reste 2 talks, donc désolé. Et donc, on va commencer par le mien. Donc, comment donner envie aux utilisateurs de discuter avec notre produit? Bon, vaste question. Pourquoi je me suis posé cette question? Je vais vous montrer un exemple, ou plutôt un contre-exemple concret qui est arrivé il n'y a pas longtemps. En ce moment, chez Exa, je bosse sur un produit qui est un projet d'assistant de productivité au travail. Et ce que vous voyez à l'écran, et je vais vous le dicter pour ceux qui ne voient pas, c'est le dernier message qu'il m'a envoyé juste avant mes vacances en mars. Ce qui n'est pas bouclé vendredi va attendre 2 semaines ou retomber sur l'équipe. Et dans tout le message, il y avait ce genre de phrase légèrement culpabilisante et pressurisante. Et je me suis dit que si un vrai utilisateur avait entre les mains ce produit, ça serait une expérience qui serait terrible. Et donc le point auquel je vais arriver par là, c'est que finalement, avec l'IA aujourd'hui, la conversation devient l'expérience. Donc pourquoi je vous parle de ça? Je me présente rapidement pour vous expliquer un peu pourquoi ce sujet me passionne. Moi, j'ai débuté en agence de publicité créative, qui s'appelait DDB à l'époque, et je me suis spécialisée en product design en bossant chez Théodo sur des SaaS dans plein de secteurs différents. C'est à ce moment-là, vers 2023, que j'ai commencé à travailler sur les premières fonctionnalités IA, qui étaient souvent des chats. Et depuis 1 an, je bosse chez Exa. Donc Exa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un startup studio qui est basé à Paris. Et c'est à l'origine de plusieurs licornes, dont Spendesk, Aircall et Front. Et moi, je travaille sur des nouveaux projets que je vous présenterai juste après dans le cadre de Speech, qui sont Rose et Verso. Et donc, c'est des produits qui sont 100% AI native et des produits en 0 to 1, c'est-à-dire vraiment de la fondation du produit. Et donc, entre Théodo et Exa notamment, je me suis aperçue du grand changement qu'il y avait dans la conception des produits. Et en fait, ce shift, il a été théorisé. Il s'appelle le shift from browsing to asking. Donc, je pense que dans la salle, plusieurs d'entre nous ont eu à concevoir des fonctionnalités de navigation, donc de recherche, de clics, de filtres, etc., dans le monde pré-IA. Donc, aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que les utilisateurs ne veulent plus naviguer dans des interfaces complexes, ils veulent demander. Donc, dans le paradigme du asking, on demande en langage naturel. Au lieu de filtrer, on relance, on rebondit sur les questions. Ce qui change aussi énormément dans la manière d'interagir pour les utilisateurs, c'est que là où dans le browsing, on était plutôt dans des comparaisons, on pouvait passer de fenêtre en fenêtre, etc., dans le asking, on reste souvent dans une seule et même interface. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les acteurs, les LLM leaders de marché, notamment ChatGPT, connaissent des niveaux d'engagement qui sont exceptionnels, même presque inédits. Parce que on a une seule interface et ça change totalement la relation humain-produit. On est carrément sur une relation de partenaire du quotidien et non plus de produits utilitaires. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, product people? Ça veut dire que si on veut créer des produits qui engagent, la problématique change totalement et le niveau d'expérience conversationnelle qu'on doit proposer est indispensable pour avoir des engagements comparables, voire même supérieurs aux grands LLM leaders du marché. Alors, comment on fait ça? Moi, ce que je vais vous proposer, c'est une méthode, je ne vais peut-être pas dire framework, même si c'est écrit après, mais on va dire une méthode qui est basée sur 2 piliers. La première, c'est un pilier empirique, c'est-à-dire que je vais vous montrer après, ça vient des expériences de conception de projets AI native conversationnels que j'ai eu chez Exa. Donc, c'est ce que j'ai appris en designant ces projets-là. Et par ailleurs, c'est aussi inspiré d'une méthode et d'une approche que j'aime bien utiliser, qui est la 11 Star Experience de Brian Chesky, donc qui est l'idée de se projeter dans l'expérience idéale afin de, du coup, tendre au maximum vers cette expérience. Donc les 3 questions que je me pose, elles sont très simples. L'idée, c'est de pouvoir en faire un atelier avec son équipe, ou ensuite un document qui soit un document vision, qui vienne ensuite alimenter le prompt, comme on disait dans le talk précédent d'Alice. La première question, c'est simple, c'est dans quel contexte se trouvent nos utilisateurs? Autrement dit, la première question, c'est qui sont-ils? Ensuite, que cherchent-ils à faire avec notre produit? Et ensuite, dans quel état d'esprit sont-ils? Par exemple, dans un cadre d'un support client, on peut penser qu'ils viennent avec un problème, dans le cadre d'un outil de recherche, qui sont plutôt curieux, etc. Ensuite, en fonction de ce contexte, la seconde question, c'est quels sont les critères d'une bonne conversation? Donc, par exemple, quel niveau de précision doit avoir la conversation, quelle longueur, etc. Et enfin, la troisième question, qui est celle qui se rapproche peut-être le plus du framework de la 11 Stars Experience, c'est comment créer un mécanisme d'engagement
comment anticiper les besoins de l'utilisateur pour proposer une expérience qui sera vraiment waouh, qui fera vraiment la différence et du coup qui sera vraiment engageante. Donc voilà, ça c'était pour la partie théorique. Et maintenant, je vais vous montrer en fait tout simplement comment je l'ai appliqué sur 2 projets qui sont assez différents. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans le framework que je vous ai proposé et surtout dans la manière dont j'ai envie de répondre à la problématique de Stoll, c'est qu'en fait, chaque produit conversationnel est différent et qu'en fait, si on veut vraiment se différencier par rapport aux produits déjà existants, il faut faire ce travail-là, ce travail stratégique en fait. Donc, je vais vous montrer 2 projets. Le premier, c'est Rose. Donc, Rose, qu'est-ce que c'est? C'est un website agent. Donc, c'est un agent qui vient s'installer sur des sites SaaS B2B. Donc là, je vous montre le site de Rose, mais il est aussi installé sur les sites de Skello, de Pennylane, de AB Testy et bientôt le vôtre. Non, je rigole. Mais du coup, qu'est-ce que je dis? Ah oui, donc son rôle, c'est d'engager et de convertir les utilisateurs, soit pour booker une démo si c'est le CTA principal de votre site, soit pour faire un test. Donc, si je reprends les 3 questions, là, les utilisateurs, ce sont des visiteurs de sites SaaS. Donc, c'est des profils souvent plutôt technophiles qui ont l'habitude d'utiliser l'IA et qui sont probablement en train de comparer des solutions, soit pour en adopter une, soit pour, du coup, en changer. Donc, dans ce contexte-là, ils cherchent des informations précises du type des informations sur les fonctionnalités, sur le pricing, etc. C'est assez utilitaire. Ils sont dans une démarche de comparaison, donc ils cherchent des réponses qui vont être efficaces, qui vont avoir un résultat. Et enfin, ils veulent des réponses qui soient adaptées à leur business, à leur secteur d'activité, la taille de l'entreprise, etc. Finalement, ce qu'ils cherchent, c'est une expérience comparable à celle d'avoir une discussion avec le meilleur sales de votre équipe. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser ce meilleur sales? Qu'est-ce qui va créer l'effet waouh? Ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, la particularité d'un cycle d'achat SaaS B2B, donc dans notre contexte à nous, encore une fois, c'est très spécifique, c'est que c'est des cycles qui sont longs, avec plusieurs touchpoints, plusieurs visites, etc. Donc en fait, notre agent, on va se demander comment accompagner l'utilisateur, le visiteur, comment le suivre sans être pushy et sur différents touchpoints, différentes visites. Et concrètement, le fait d'avoir posé toute cette réflexion-là, ça a impacté nos choix design et ça a vraiment impacté concrètement le produit, les interfaces et notre manière de penser le produit. Donc je vais vous montrer les choix design et comment c'est lié avec le framework que je viens de vous décrire. Le premier, c'est sur le point d'entrée. Donc comme je vous l'ai dit, on est sur des utilisateurs technophiles. Donc en fait, plutôt que d'utiliser la petite puce en bas à droite intercom du support client, ce qu'on s'est dit, c'est OK, on veut un point d'entrée qui va parler à nos utilisateurs technophiles, d'où le fait qu'on ait choisi cette smart bar, qui en fait devient un pattern en réalité assez mainstream aujourd'hui, mais qui il y a 1 an, quand on a commencé Rose, était quand même un assez fort parti pris. Donc, pourquoi ça fonctionne dans notre framework, c'est que l'idée, c'est qu'on soit perçu comme un chat GPT intégré au site et non pas comme un chat. C'est aussi pour ça, je ne sais pas si vous avez vu sur la vidéo, que la première fenêtre est une fenêtre centrée. Notre phobie, en fait, c'était d'être vu comme un chat support. Voilà, donc on a vraiment travaillé pour se différencier de ça. Le second point, comme je vous ai dit, les utilisateurs, ils veulent de l'efficacité. Ils veulent que ça aille vite, que ça rebondisse. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des questions suggérées contextuelles qui en fait évoluent en fonction de la navigation de l'utilisateur. Typiquement, là, si le navigateur s'arrête sur une section pricing, les questions vont évoluer avec le thème, en fonction du thème sur lequel l'utilisateur se trouve. Et une fois qu'il a cliqué, on continue ce mécanisme-là avec des questions suggérées et des réponses suggérées pour en fait avoir des échanges en un clic très rapides, très efficaces. Ça, pourquoi ça marche? On part au syndrome de la page blanche et on réduit l'effort cognitif nécessaire. Et donc ça, c'est une loi qu'on connaît en UX qui s'appelle la Cognitive Load Theory. Plus on facilite l'échange, plus on facilite l'engagement. Voilà. Et d'ailleurs, plus on mettait de questions suggérées, plus on voyait l'engagement augmenter dans les A/B tests. Mais forcément, il fallait trouver un juste milieu pour qu'on puisse garder de la visibilité sur le site en dessous. Donc on s'est arrêté à 2, mais en vrai, à 4, 5, on avait des niveaux d'engagement beaucoup plus forts. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que fait un bon sales? Un bon sales, il va adapter son discours à la personne qu'il a en face de lui et au niveau d'engagement de la personne qu'il a en face de lui. Donc ce qu'on a mis en place, c'est un score d'intent.
Donc là, ce que je vous montre à l'écran, c'est plus le produit user-facing, c'est le back-office auprès de nos clients. Donc chaque ligne, ça correspond à une conversation. Et vous voyez la colonne intent. En fait, c'est un score d'engagement qui est calculé en fonction du nombre de tours, la qualité de la conversation, etc. Et donc, ceux que vous voyez en vert, les engage, on va leur proposer une démo en fait, assez vite. En fait, c'est ce qu'ils veulent, hein. C'est pour ça qu'ils sont sur la conversation. Ceux qui sont plutôt intéressés ou curieux, généralement, on va leur proposer de prendre leur email en échange d'une ressource pour pouvoir les suivre sur d'autres touchpoints. Et ceux qui sont froids ou carrément en fait, qui posent des questions qui n'ont aucun rapport avec le sujet, ça arrive assez souvent, et on leur répond poliment, mais on met plutôt fin à la conversation. Voilà, et donc ça permet de s'adapter sans être trop pushy. Et enfin, du coup, comme on disait sur ces cycles de vente longs, on essaie de suivre nos utilisateurs à différents endroits de leur navigation et sur différents touchpoints. Donc là, je vous montre un exemple qui est ce qu'on est en train de concevoir, de designer. Donc ça, sur le site de Scalo, qui n'est pas encore en prod, je pense, c'est du design, mais c'est une section intelligente. Du coup, l'idée, c'est que avec la donnée qu'on a récoltée avec l'agent principal, on peut identifier les points de friction sur le site, savoir où il y a le plus de questions, par exemple sur le pricing, les intégrations, etc., et venir proposer sur les pages ou dans les sections dédiées des sections qui accompagnent les utilisateurs. Donc voilà, et on a d'autres projets, d'autres choses qu'on est en train de concevoir, comme un agent qui vient aussi écrire des mails de follow-up, des choses comme ça pour aller plus loin que juste le site en termes de touchpoint. Donc voilà, et on a des super bons résultats sur Rose, parce que notamment le chiffre clé, c'est qu'on a 4% d'engagement, là où des chats plus classiques ont moins de 1%. Donc c'est quand même un chiffre important pour nous. Et sur les clients, donc on n'est pas sur 100% du trafic sur AB Testy, Scalo, Crossbeam et Pennylane, mais vous pourrez quand même aller voir. Et sinon, sur le site de Rose, il y a tous les form factors pour tester. Voilà. Et ça marche vraiment puisqu'on a des démos bookées, des résultats sur nos clients. Donc voilà, je vous passe rapidement un autre projet. Je vais faire plus rapide, mais c'est juste pour vous montrer comment le framework peut s'adapter à des projets qui sont totalement différents. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que demain, vous pouvez le réutiliser sur vos produits, même si ce n'est pas le même que ce que je vous présente aujourd'hui. Alors Verso, c'est une plateforme de recherche utilisateur, recherche consommateur modérée par de l'IA. Donc, un des produits qui fait partie de l'expérience, c'est un agent qui est un intervieweur, donc qui vient interviewer des répondants à des études de manière qualitative. Donc là, nos utilisateurs, c'est totalement différent de ce qu'on voyait avant, c'est des répondants à des panels. Donc ça peut être vous, moi, qui sommes interrogés pour une appli, pour des yaourts, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, et du coup c'est des gens qui peuvent être peu technophiles. On a eu par exemple une étude pour des retraités, des choses comme ça, et aussi il y a un autre facteur à prendre en compte, c'est des utilisateurs qui répondent souvent dans le cadre de panels contre rémunération, donc ils ne sont pas non plus hyper motivés à raconter toute leur vie. Donc ça c'est aussi à prendre en compte dans le produit, parce que nous, notre but c'est de récupérer le maximum d'insights et le maximum d'informations. Donc dans ce cadre-là, de quoi ont besoin nos utilisateurs, quelle expérience on veut leur proposer? On veut leur proposer une expérience qui en fait est hyper encadrante, donc qui est rassurante, qui est bienveillante et aussi qui les aide en fait à creuser, qui les aide à répondre. Finalement, c'est comme ici, tout à l'heure, on parlait à un meilleur sales, au meilleur sales de l'équipe. Là, on a envie de parler à un expert de l'insight, à un researcher. Voilà, et donc qu'est-ce qui va créer un effet waouh dans ce cadre-là? C'est que là, on veut chercher, le researcher, c'est qu'il va être super pertinent dans ses relances. Et c'est là où vous allez voir le produit Verso fait vraiment la différence, c'est quand l'agent montre qu'il a compris en direct de quoi on parle. Voilà, pour les premiers choix de design, du coup, on parlait de faire une expérience rassurante. Finalement, ça, c'est un mécanisme UX/UI qu'on connaît, voilà, le fait de faire un onboarding rassurant, etc. Mais là, en fait, où c'est particulièrement intéressant ici, c'est qu'on met vraiment l'utilisateur dans le contexte de notre produit, on lui explique qu'on est une IA, on lui explique comment ça va se passer, etc. Parce que ça peut être intimidant aussi pour un utilisateur de répondre face à son écran sans savoir ce qui va se passer, là où avant, on était plus avec un coup de téléphone, avec un contact humain. Et donc, on montre aussi des petites vidéos techniques sur où cliquer, etc. On essaye d'être vraiment hyper didactique pour, du coup, favoriser le niveau de performance de l'utilisateur
sa capacité à utiliser notre outil. Finalement, pour tous ceux qui ont fait des interviews utilisateurs dans la salle, je pense qu'il y en a pas mal, c'est comme l'introduction qu'on fait à chaque fois, où on dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, etc. En fait, on reproduit exactement les bonnes pratiques métiers dans le cadre du produit. Voilà, le second point, encore une fois, comme je disais, là, c'est encore des mécanismes qui sont plutôt traditionnels, mais qu'on vient réutiliser dans notre produit. Nous, ce qu'on veut, c'est favoriser la complétion. Je vous ai dit, on est sur des utilisateurs pas forcément... qu'il faut motiver en fait dans le cadre du produit. Et du coup, ce que j'ai repris là, c'est pas mal de patterns qu'on connaît dans le cadre de la complétion des formulaires. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque ancienne, entre l'époque antique des formulaires, genre l'année dernière, on faisait des progress bars, on donnait du feedback, on donnait du reward à l'utilisateur. Et donc en fait, tout ça, on peut le reprendre aussi dans des produits IA si ça sert du coup la qualité de l'expérience conversationnelle. Et là, c'est le cas, parce qu'on est sur des interviews qui peuvent être assez longues en réalité, ça peut durer 15, 20 minutes, et du coup, par exemple, le fait d'avoir une progress bar, c'est indispensable, sinon ça semble interminable. Et en réalité, la progress bar, elle est un petit peu factice, puisque le nombre de questions est non déterministe, puisque l'agent réagit, mais c'est indispensable de mettre quand même ce type de pattern en place pour la qualité de l'expérience, en fait. Et après, voilà, on explique, pour diminuer l'impression de temps de latence, on explique ce que l'agent fait, on donne des informations sur le chargement, etc. Donc ça, c'est assez classique. Et je passe au dernier choix, parce que c'est mon préféré. Donc du coup, le dernier choix de design sur Verso qui touche du coup à l'effet waouh, au mécanisme d'engagement, c'est la reformulation intelligente. Je vous montre un exemple pour que ce soit plus concret. On a fait une étude pour des lessives qui s'appellent Spring, on testait les noms. Donc là, il me demande mon avis sur le nom, et je lui ai répondu dans la petite vidéo que je trouvais que ce nom m'évoquait un univers artistique et littéraire. Et donc du coup, on voit qu'il reprend exactement mes propos, qu'il me dit très intéressant, etc. Bon, ça c'est pour me flatter un peu. Mais en tout cas, ce qui est hyper impressionnant, c'est que il a compris dans toute la réponse que j'ai fait précédemment que c'était ces éléments-là qui étaient les plus intéressants. Et donc, il rebondit en direct. Et en fait, ce que j'ai vu dès les premiers tests utilisateurs de Verso, donc dès vraiment les toutes premières versions, les tout premiers POC, c'est que dès qu'il y avait cette reformulation, en fait, ça générait vraiment un effet waouh chez les gens. Et je me suis intéressée un peu plus spécifiquement au sujet. En fait, c'est un biais cognitif qui est connu depuis bien avant l'IA, depuis les années 60, qui s'appelle le ELISA Effect. En fait, le ELISA Effect, ça vient d'un chercheur dans les années 60 qui avait créé un programme, une machine autour de la psychologie qui s'appelait ELISA. Et en fait, ELISA, elle faisait des reformulations factices, comme très intéressant, dites-moi plus, pas basé sur le propos réel. Mais même en faisant ça, ça crée un lien émotionnel. En fait, les utilisateurs, les patients, du coup, à l'époque, projetaient une intelligence émotionnelle et du coup, créaient en fait un lien avec la machine. À tel point que le chercheur a arrêté son étude pour des raisons éthiques, parce que voilà, il trouvait pas ça bien. Et du coup, c'est très important, je pense, de rappeler aussi, comme vous l'avez vu dans l'onboarding de Verso, que rappeler que notre produit est une IA, c'est indispensable pour éviter ce genre de problème éthique dans nos produits. Donc voilà, et donc Verso, ce qui est intéressant comme résultat, c'est notamment que ça permet de scaler énormément les études, parce qu'une fois que du coup l'outil a récolté tous les insights de toutes les interviews, etc., en fait en quelques heures, ça peut produire une analyse et un rapport. Donc du coup, en fait, un peu à toutes les étapes de la recherche utilisateur, ça permet de gagner beaucoup de temps, tout en gardant un niveau de qualité qui est en fait comparable à des études en réalité. Pour vous donner, on a comparé en fait des vraies études et des études avec Verso. On a fait 2 fois la même étude avec une méthode traditionnelle et Verso, et on obtient les mêmes résultats. Voilà, et donc pour conclure, rapidement, je ne sais pas combien de temps il me reste. Ce que je voulais dire, c'est que là, aujourd'hui, avec l'IA, avec la partie conversationnelle, on a en fait un nouveau terrain de jeu en tant que designer, PM, etc. Et pour moi, le rôle du design dans ces interactions-là, ce n'est pas que lui, la couleur de la bulle, ce n'est pas que la tonalité non plus, c'est vraiment s'intéresser au comportement de manière générale. J'avoue que pour moi, les interfaces, comme je vous ai montré, il y a beaucoup de choix qui sont liés à l'interface, donc je ne crois pas encore, en tout cas dans ce cadre-là, au no UI, parce que même dans une interface de chat, il y a beaucoup de détails qui font la différence par rapport à l'expérience conversationnelle qu'on veut créer.
Et donc pour faire ces choix-là et pour pour bien se mettre pour proposer une expérience qui soit du coup engageante, ça demande la posture empathique, la fameuse posture empathique du designer. Et pour boucler la boucle, c'est la dernière itération du produit que je vous ai montré au tout début du pitch, donc je ne sais pas si vous en rappelez, mais on est en train de travailler du coup sur ce produit d'assistant de productivité en, par exemple, le faisant parler de manière un peu plus humaine sur ce qu'il a appris de moi, etc. Honnêtement, c'est pas encore. J'ai encore reçu des messages un peu passifs-agressifs la semaine dernière, donc je vous dirai pas que c'est encore totalement résolu, mais j'ai essayé de lui répondre sur le même ton pour voir si finalement cette boucle était vraiment itérative. Voilà. Ah oui, et je vous ai fait un petit template Notion mais bon, c'est la slide que je vous ai envoyée, mais normalement c'est copiable, collable très facilement dans vos notions respectives. Merci. Ah, si vous voulez, je remets.